à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux des sénateurs. Ce matin, je vous propose d'écouter l'audition de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et du ministre de l'Action des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Ils ont présenté hier aux sénateurs le budget de la Sécurité sociale pour 2019, et c'est la première fois depuis 18 ans que le budget de la Sécurité sociale est dans le vert. Ce budget sera en excédent de 2,5 milliards d'euros l'an prochain, grâce à ses branches famille, vieillesse et accidents du travail. Mais il reste une branche dans le rouge, c'est l'assurance maladie. Le gouvernement prévoit donc 3,8 milliards d'euros d'économies pour cette branche, avec des mesures sur les prix des médicaments, les arrêts de travail et le développement de la chirurgie ambulatoire. Parmi les autres mesures de ce budget de la sécurité sociale, le quasi-gel des pensions de retraite, des allocations familiales et des APL, et puis le financement du plan pauvreté et du plan santé. Tout de suite, l'audition de Gérald Darmanin et d'Agnès Buzyn. C'est le deuxième PLFSS du quinquennat et il reflète comme il se doit l'action du gouvernement au cours de l'année écoulée. Il s'inscrit donc dans une continuité évidente pour les choix politiques et économiques faits par le gouvernement afin de libérer l'économie, afin d'améliorer le pouvoir d'achat, et je pense que Gérald Darmanin y reviendra. Concernant les politiques sociales et de santé que j'ai la charge de conduire, il concrétise les orientations fortes que le président de la République et le gouvernement ont d'ores et déjà présentées au cours des derniers mois et même, je dirais, au cours des dernières semaines. Je souhaiterais commencer en évoquant le cadre général budgétaire et financier du PLFSS. En 2019, vous le savez, pour la première fois depuis 18 ans, le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse seront à l'équilibre. C'est une très bonne nouvelle pour nos concitoyens et je pense notamment aux plus jeunes. Cela veut dire que l'on cesse de creuser la dette et que l'on consolide notre système de sécurité sociale. Pour aller plus loin dans cette direction, la CADES reprendra entre 2020 et 2022 15 des 27 milliards de dettes de la sécurité sociale encore portées par l'ACOSS. La Haute Assemblée avait particulièrement porté cette question de la dette lors des débats du PLFSS pour 2018. Et pour reprendre les mots de Monsieur le rapporteur général, la dette sociale est une anomalie qu'il convient de faire disparaître. Le gouvernement vous a donc entendu et nous réaffirmons l'objectif de faire disparaître l'intégralité de la dette de la sécurité sociale en 2024. Je souhaitais commencer par ce constat parce qu'il est évidemment le fondement même de la construction de ce PLFSS et il nous permet de conduire les politiques sociales. Le rétablissement des comptes, c'est ce qui nous donne la capacité à agir, c'est ce qui nous donne la capacité d'être ambitieux dans notre volonté de transformation et notamment d'envisager sereinement la couverture de nouveaux risques. Ce PLFSS, il porte une double ambition, investir et protéger. Investir pour réorganiser notre système de santé et protéger les plus fragiles, notamment en améliorant le recours aux soins et la réponse aux besoins de santé. Je commencerai par l'investissement dans la réorganisation de notre système de santé. Vous le savez, le président de la République a présenté le 18 septembre dernier un plan, on appelle Ma Santé 2022. L'épine dorsale de ce plan, je veux le rappeler, c'est la volonté de mieux organiser, de mieux structurer les soins de proximité, qu'ils soient ambulatoires comme hospitaliers, en dépassant précisément un clivage qui n'est pas pertinent du point de vue des patients. Nous voulons inscrire le pays dans une perspective stratégique claire qui permettra de mieux répondre aux attentes des patients sur l'ensemble du territoire. Celle d'un exercice en ville regroupé, pluridisciplinaire, organisé à l'échelle d'un territoire pour mieux répondre aux besoins de soins non programmés. C'est aussi ce qui nous permet de réinvestir dans les hôpitaux de proximité et notamment de faire en sorte que professionnels de santé libéraux et hôpitaux de proximité collaborent étroitement à l'organisation des soins. C'est aussi une organisation et des modèles de financement adaptés aux pathologies chroniques qui vont privilégier la prévention et vont faciliter la coordination des acteurs. Et c'est aussi des acteurs de santé qui vont mettre en place des technologies numériques au profit d'une démarche de soins plus efficace. Ce sont une analyse et une stratégie très largement partagées par les acteurs du monde de la santé et je crois également au sein de votre commission. C'est une action en profondeur sur plusieurs années, mais qui commence donc dès maintenant, dans la continuité du PLFSS 2018. Et ce PLFSS contient donc un certain nombre de dispositions relatives à la prévention, qui demeure la priorité et la pierre angulaire de la politique de santé que je souhaite mener.
Il porte également plusieurs dispositions qui vont permettre une diversification des modalités de financement des soins. Et c'est, j'en suis profondément convaincue, un des leviers principaux d'action pour opérer la mutation du système de santé. Notamment, la dotation allouée sur des critères de qualité va ainsi passer de 60 à 300 millions d'euros pour les établissements de santé. Et par ailleurs, une rémunération forfaitaire de suivi de certaines maladies chroniques sera mise en place, dans un premier temps pour le diabète et l'insuffisance rénale chronique. La priorité donnée à la transformation du système de santé se traduit, comme annoncé par le Président de la République, par un effort financier significatif, puisque en 2019, l'Ondam sera fixé à 2,5%, le taux le plus élevé depuis 6 ans. Cet effort exceptionnel est fait pour investir dans la transformation. Il sera donc dirigé vers les soins de proximité, la création de communautés professionnelles territoriales de santé, le recrutement d'assistants médicaux ou l'augmentation du nombre de structures d'exercice regroupées. Il sera également consacré à la modernisation de notre appareil de soins. Cela concerne l'investissement dans les systèmes d'information, en ambulatoire ou au sein des établissements. Cela concerne aussi les projets de modernisation et de restructuration immobilière. L'investissement hospitalier, on le sait, s'est nettement réduit au cours des dernières années. Un investissement insuffisant porte le risque à terme d'une dégradation des conditions d'accueil et de prise en charge. Et c'est pourquoi cette année, une dotation supplémentaire de 200 millions d'euros sera allouée à l'aide au projet d'investissement. En 4 ans, ce seront au total environ 3,4 milliards d'euros qui seront consacrés à l'accompagnement du plan, dont un peu moins de 1 milliard d'euros destinés à la restructuration et à la modernisation du tissu hospitalier. Le PLFSS pour 2019, je veux le souligner, accordera également une place importante à ce secteur clé du soin qui est le médicament, dans la suite de la réunion du comité stratégique des industries de santé qui s'est tenue début juillet 2018. Un certain nombre de dispositions vont faciliter l'accès à des traitements innovants. Il s'agit là d'un objectif partagé avec votre commission. Je veux également mentionner mon souhait de poursuivre le développement des génériques. La responsabilité de l'assurance maladie, c'est de rembourser à efficacité thérapeutique égale le médicament le moins onéreux. S'il n'y a pas de motif médical à la délivrance du princeps, alors qu'il existe un générique moins cher, et donc s'il n'y a pas la mention non substituable sur l'ordonnance, il n'y a aucune raison de faire supporter un surcoût à l'assurance maladie. Je propose donc dans ce cas que le princeps soit à l'avenir remboursé sur la base du générique. Dans le même temps, nous entamons une réorganisation en profondeur du système de santé. Nous voulons mieux protéger. Mieux protéger, c'est améliorer l'accès aux soins et répondre plus spécifiquement aux besoins des plus fragiles. À cet égard, le PLFSS comportera 4 dispositions fortes. En premier lieu, il donnera l'assise légale nécessaire au dispositif 100% santé, qu'on appelait dans les promesses présidentielles, vous le savez, reste à charge zéro, qui a fait l'objet, et vous le savez également, d'accords avec les professionnels des 3 secteurs concernés, le dentaire, l'optique et les aides auditives. Il s'agit d'une réforme ambitieuse de solidarité concrète qui va changer l'accès de nos concitoyens, je pense notamment aux plus âgés, à des équipements de santé indispensables. Le reste à charge moyen, je le rappelle aujourd'hui, pour les prothèses auditives, il est de 850 € par oreille. À compter de 2021, il sera possible d'accéder à une offre sans aucun reste à charge. Deuxième disposition, la transformation de l'aide complémentaire santé, l'ACS, en une couverture maladie complémentaire contributive. On le sait, le taux de recours effectif à l'aide à la complémentaire santé ne dépasse pas 35%, près de 15 ans après la mise en œuvre de cette aide. Nous faisons donc le choix d'un dispositif plus complet dans la protection qu'il va offrir et plus favorable aux personnes pour lesquelles le coût des soins est le plus élevé, notamment les personnes âgées. Elles pourront, sous les mêmes conditions de ressources que l'aide à la complémentaire santé, bénéficier d'une couverture pour moins de 1 € par jour. Avec ces 2 réformes, le 100% santé et la transformation de l'aide à la complémentaire santé, nous contribuons à renforcer encore ce qui est une particularité affirmée de notre modèle social, le haut niveau de prise en charge collective des dépenses de santé. Je vous rappelle que nous avons aujourd'hui le reste à charge le plus faible de l'ensemble des pays du monde. Mais nous poursuivons dans cet axe.
Troisième axe, nous renforçons les moyens à disposition des EHPAD et de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Il s'agit de mettre en œuvre la feuille de route que j'ai présentée le 30 mai dernier en accélérant la convergence tarifaire pour renforcer les moyens en soignants. Pour mémoire, ce seront 360 millions d'euros supplémentaires qui vont être engagés sur la période 2019-2021, dont 125 millions dès 2019. Cette feuille de route s'inscrit dans une perspective plus large. Vous le savez, j'ai lancé le 1er octobre dernier les travaux de la mission de concertation sur le grand âge et l'autonomie qui débouchera dans le courant 2019 sur un projet de loi. Je sais aussi, monsieur le sénateur Bonne, que vous appeliez ce chantier de vos vœux et donc nous suivons les préconisations de votre rapport. Quatrième axe. Le PLFSS met en œuvre les dispositions arrêtées dans le cadre du 4e plan autisme qui avait été présenté début avril. Je veux insister notamment sur la création de quelque chose qui était très attendu, un forfait d'intervention précoce qui va permettre, en dépassant le périmètre habituel des prestations prises en charge par la sécurité sociale, de combler une réelle carence dans la détection et l'intervention précoce auprès des enfants autistes, même avant qu'un diagnostic ferme soit posé. Mieux protéger, c'est construire un système de retraite universel et équitable qui rétablit la confiance des Français dans la pérennité de leur système de retraite. Le PLFSS ne comporte aucune disposition relative aux retraites puisque la refonte du système de retraite donnera lieu à un projet de loi ad hoc l'année prochaine. Les concertations que mène le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye se poursuivent. Nous avons ce matin réuni les partenaires sociaux. Ça a été l'occasion de préciser les principes sur lesquels devra s'appuyer le système universel. Mieux protéger enfin, c'est aussi assumer de donner la priorité aux plus fragiles. Toutes les prestations évolueront en 2019 et 2020 d'au moins 0,3%. Mais les minima sociaux évolueront pour leur part comme l'inflation et certains, comme le minimum vieillesse et l'allocation pour adultes handicapés, bénéficieront de revalorisations exceptionnelles. Le minimum vieillesse aura été ainsi revalorisé de 100 €, conformément aux engagements du président de la République au 1er janvier 2020. Aider les plus fragiles, c'est aussi le sens de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été présentée le 13 septembre dernier par le président de la République, qui donne la priorité aux enfants des familles les plus pauvres. C'est un choix qui irrigue la politique familiale que je conduis et ainsi la création de 30 000 places de crèche dans le cadre de la COG 2018-2022 sera-t-elle orientée prioritairement vers les territoires et les familles les plus vulnérables. Pour autant, nous demeurons attentifs également à l'évolution des besoins exprimés par les familles et leurs représentants et entendons y répondre dans ce PLFSS à travers 3 dispositions. La première, c'est l'alignement de la durée du congé maternité des travailleuses indépendantes sur celle des salariés et l'amélioration de la couverture maternité des agricultrices. Il s'agit de mesures d'équité, mais qui respectent les spécificités d'exercice professionnel des futures mamans. La deuxième mesure, c'est celle qui majore de 30% le montant maximum versé aux parents pour la garde de leur enfant handicapé pour tenir compte des surcoûts de garde. Enfin, et troisième disposition, qui est une disposition de bon sens, nous prolongerons jusqu'à l'entrée effective à l'école des enfants l'année de ces 3 ans, enfin de leurs 3 ans, l'aide à la garde à taux plein, alors qu'elle est aujourd'hui réduite de moitié dès le 3e anniversaire de l'enfant. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, les axes principaux de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous l'avez compris, c'est un projet pour l'avenir, avec une sécurité sociale équilibrée, désendettée, qui investit dans son système de santé et protège mieux les plus fragiles. Je vous remercie. Merci. Monsieur Darmanin, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, chère Agnès, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais intervenir sur 2 points. Le premier, celui de confirmation de la trajectoire du redressement des comptes publics et dans les comptes publics, les comptes sociaux. Vous n'entendez pas moins du ministre des Comptes publics. Et puis un deuxième point peut-être sur la volée du travail et notamment des recettes et des cotisations pour les salariés comme pour les entreprises, sans revenir sur ce qu'a dit Madame la Ministre et pour laisser évidemment le plus de place au dialogue et aux réponses à vos questions. Vous le savez, le projet de loi de financement de la sécurité sociale s'inscrit de manière générale dans les comptes de notre nation, toute administration publique confondue,
Et si l'État est responsable de 30% des dépenses et que les collectivités locales sont responsables d'à peu près 20% des dépenses, le champ social est donc responsable de 50% des dépenses et qu'à ce titre, le ministre des Comptes publics ne se désintéresse pas évidemment du redressement des comptes sociaux dans le cadre général du redressement des comptes publics tel que nous l'avons présenté notamment lors de la Commission des finances du Sénat. Voilà désormais 15 jours et ce PLFSS est donc un complément cohérent et utile au document budgétaire d'État que j'ai présenté avec Bruno Le Maire devant votre Chambre voilà quelques jours et qui est conforme à la loi de programmation des finances publiques que vous avez voté, ou en tout cas que vous avez voté après amendement, mais que vous avez voté en majorité d'entre vous. Nous faisons le choix à la fois, Madame la Ministre l'a dit, de maîtriser des dépenses, j'y reviendrai, pour nous désendetter et notamment faire le désendettement de la dette sociale, mais aussi pour encourager le travail, c'est la plupart des mesures de fiscalité qui sont comprises dans ce texte, et pour investir dans l'avenir, notamment dans le champ de la sécurité sociale, ça a été dit par Agnès. Par ailleurs, Monsieur le Président le sait, d'ailleurs nous devons quelques excuses sur le retard modéré, mais le retard quand même du transmission du rapport d'État à la sécurité sociale, sujet extrêmement complexe, mais qui mérite d'être abordé, et que nous abordons d'ailleurs aujourd'hui, qui sera sans doute une question intéressante de cette commission, des débats que nous aurons dans l'hémicycle et du travail que fera sans doute votre rapporteur général, qui est, je sais, très attaché. D'abord, la question de la dette, c'est un point important, parce que de même qu'il n'y a pas de cagnotte d'État ou de cagnotte fiscale lorsque nous avons 0,1 ou 0,2% de croissance supplémentaire qui d'ailleurs ne se vérifie pas, comme on l'a remarqué, d'une année sur l'autre, et il n'y a pas de cagnotte sociale. Nous avons certes, nous résorbons certes par le fruit des réformes précédentes, mais aussi par le fruit du travail très important qu'a fait le gouvernement cette année. Je pense que nous avons à copartager cette résorption du trou de la sécurité sociale. Pour la première fois depuis 2001, un excédent d'entre 700 et 800 millions d'euros, mais nous n'avons pas résorbé notre dette sociale, qui est à peu près un peu plus de 120 milliards, notamment à la CADES, et nous sommes engagés, à la demande du Premier ministre, à résorber cette dette sociale à l'horizon 2024. Et donc c'est bien dans ces conditions que nous montons nos chiffres des comptes sociaux et notamment nos rapports entre l'État et la sécurité sociale. Il s'agit bien pour le ministre des Comptes publics et la ministre de la Santé et des Solidarités de permettre en 2024 la fin de la dette sociale, ne serait-ce que pour nous intéresser aux défis du futur, le vieillissement de la population, la multiplication des maladies chroniques et puis la question de la dépendance qu'a évoquée Madame la Ministre. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. De ce point de vue, nous tenons également les dépenses de santé, tant les dépenses de sécurité sociale, mais aussi l'ONDAM qui, vous avez vu, se rapporter exceptionnellement à 2,5% cette année, un 0,2 supplémentaire par rapport à l'engagement du Président de la République d'ONDAM à 2,3, qui était l'ONDAM que nous avions prévu dans la loi de programmation des finances publiques, sachant que 0,1 c'est à peu près 200 millions d'euros, donc les 0,2 supplémentaires c'est donc 400 millions d'euros qui est donné pour l'investissement dans le cadre de transformation du système de santé, dans le cadre du plan hôpital notamment, qu'a présenté la ministre et le Président de la République. Ce point est très important. Je voudrais quand même rappeler que s'il est inférieur au tendanciel et qu'à ce titre, pour évoquer les questions qu'a posées Monsieur le rapporteur général, nous sommes à 5,7 milliards d'économies tout confondu sur le tendanciel du projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous présentons. Ça reste l'ONDAM et les ONDAM, les deux derniers que nous avons présentés, les plus élevés de ces 10 dernières années. Et il s'agit donc d'un accompagnement très fort du système de sécurité sociale et de sa transformation. Madame la Ministre a eu l'occasion de le dire et je suis sûr aura l'occasion de nouveau à le dire. C'est 1,8 milliard d'euros d'économies sur les 5,7, Monsieur le rapporteur général, qui sont dus à la revalorisation modérée à 0,3 des prestations sociales et notamment des retraites. Je rappelle qu'il y a aussi un champ pour l'État dans l'augmentation modérée de ses pensions. Donc c'est pour ça que vous n'y retrouvez pas les 3 milliards, c'est 1,8 sur le champ PLFSS et 3,8 sur l'ONDAM en tendanciel, ce qui fait donc les 5,7 milliards d'euros d'économie, qui est un champ d'économie important que présente le gouvernement à votre Assemblée. De même, nous voudrions dire quelques mots quand même sur la sincérité du budget de la sécurité sociale et de manière générale du champ social, avec ce qui nous permet de justifier le fait que la dette sociale sera apurée en 2024, et notamment parce que nous sincériserons les relations financières entre les deux sphères, État et sécurité sociale, qui sans doute passionne votre commission, passionne les membres de mon cabinet, passionne aussi mon administration, me passionne aussi, il faut bien le dire, mais passionne assez peu les Français qui, eux, voient un pouvoir public et des impôts et des dépenses, quelle que soit la nature de ces impôts et de ces dépenses.
Il s'agit de respecter évidemment la construction d'un champ social indépendamment du champ de l'État, mais de ne pas faire semblant de voir qu'il y avait des allègements, des baisses d'impôts ou parfois un déficit de l'État qui porte plus d'économies qu'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que si le déficit public est tenu et même en dessous des 3%, le déficit de l'État augmente et il augmente facialement parce qu'il fait les compensations, notamment du CICE, dans le champ de la sécurité sociale. C'est un point important qu'il faudrait ici souligner. Mais nous considérons, et c'est tout à fait normal, que le champ social va pouvoir garantir l'apurement de sa dette et se consacrer évidemment aux chantiers sociaux qui seront les chantiers de demain, et notamment celui de la dépendance. Je n'y reviens pas. Enfin, deuxième partie, après les comptes, l'équilibre des comptes en général, il s'agit des engagements pris en faveur du travail, puisqu'il m'appartient de présenter les volets recettes de ce PLFSS. L'année dernière, nous avons eu l'occasion, et les Français vont le voir à la fin de ce mois d'octobre, de poser la question de la suppression des cotisations, de passer à un système plus universel, avec la différence entre la CSG et les cotisations, d'un système assurantiel à un système universel. On a eu ce débat très longuement l'année dernière. Évidemment, l'année prochaine, nous présentons un projet de financement de la sécurité sociale qui prévoit en année pleine ces cotisations en moins, ce qui fait 266 € pour un salarié touchant un SMIC brut, qui effectivement verra ces suppressions de cotisations. C'est un petit peu moins vrai pour les employés du public, même si évidemment ils connaîtront, grâce avec la mesure d'heures supplémentaires que l'on appelle désocialisée, qui est un mauvais nom, mais qu'il s'agit en effet de retirer les cotisations sociales des heures supplémentaires, 11% de pouvoir d'achat supplémentaire. Je voudrais d'ailleurs ici dire, chacun connaît mon attachement à cette mesure, que suppression de cotisations sociales plus cotisations sociales retirées des heures supplémentaires, c'est largement supérieur aux heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées de la loi TEPA de 2008, qui était déjà un premier pas. Mais aujourd'hui, effectivement, avec la suppression des cotisations, le pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent, et notamment les employés et les ouvriers qui sont les plus demandeurs de ces heures supplémentaires, ce sera effectivement une augmentation très importante du travail qui paye. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a évoqué la ministre, notamment sur la question des mesures qui relèvent de son champ d'action ministériel, mais pas du PLFSS, notamment sur la prime d'activité. Et je voudrais évidemment souligner également la question très importante pour les entreprises des allègements de charges, et notamment du CICE, avec le double compte pour les entreprises l'année prochaine. Souligner devant votre Assemblée deux sujets autour du CICE, peut-être qu'on y reviendra pour les questions. Le premier, c'est que jusqu'à présent, le monde associatif employeur ne bénéficiait pas du CICE. Il va bénéficier de l'allègement de charges généralisé, ce qui est un point très important pour le monde associatif qui emploie évidemment directement des personnes, de même que les agriculteurs ne bénéficiaient pas de ce point et vont pouvoir le bénéficier, ce qui me permet pas du deuxième sujet qui doit vous passionner évidemment, puisque j'ai beaucoup d'interpellations sur ce sujet, la question du TODE, puisque nous avons un allègement général des charges, et notamment grâce au CICE, et notamment des entreprises agricoles. De manière générale, le monde agricole, il gagne, si j'ose dire, beaucoup. C'est plus de 60 millions d'ailleurs constatés, mais il y a effectivement des filières qui, par allègement particulier qui avait été décidé précédemment, pourraient y voir quelques difficultés. Le Premier ministre a reçu l'ensemble des organisations syndicales agricoles. Il s'est engagé pour l'instant à regarder les choses, notamment une sortie en sifflet, mais il nous a demandé à Agnès Buzyn, à moi-même, ainsi qu'à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de travailler pour la séance publique à des aménagements pour les filières plus spécifiques, notamment celles qui ont besoin d'une main-d'œuvre plus importante, pour les garantir devant la concurrence internationale. C'est le cas de la viticulture, c'est le cas de l'horticulture, c'est le cas des maraîchers, et c'est le cas d'autres filières qui ont besoin de main-d'œuvre très forte. Et donc le gouvernement aura l'occasion en séance publique de revenir vers le Sénat et l'Assemblée nationale pour proposer une modification qui ne peut pas être le TODE tel que nous le connaissons, puisqu'il y a un allègement de charge générale, chacun pourrait le comprendre, mais qui doit regarder particulièrement ces filières, notamment au sud de la Loire, qui sont les plus demandeurs et dont cela se justifie particulièrement. Voilà, Monsieur le Président, sans alourdir... Ah, mais il y en a aussi au nord. Non, mais de manière générale, je suis attaché au nord de la Loire, Monsieur le Sénateur, vous devriez le savoir, mais nous avons constaté qu'il y avait un sujet particulier. Donc ce ne sera pas géographique comme aide, ce sera un allègement pour tout le monde, voilà, okay. pour toutes les filières. Voilà ce que je souhaitais vous dire, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, en expliquant également que nous suivons, on a eu l'occasion de le faire ici avec Madame Buzyn, et nous continuons la transformation notamment du système qui aide les entrepreneurs, soit par la création d'années blanches, soit par la fusion du RSI,
Ce sera peut-être l'occasion de faire un point sur cette réforme, si vous le souhaitez, Monsieur le Président, mais qui se passe très bien, comme nous vous l'avons présenté l'année dernière. Merci à vous. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, j'ai noté juste que vous étiez attaché au nord de la Loire. Le Président est du sud de la Loire. Donc je vais passer, comme on l'a fait ce matin avec le Président d'Acour, d'abord la parole au rapporteur général, au Président d'Amex, aux différents rapporteurs des branches. Je laisserai les ministres répondre et ensuite nous passerons la parole aux collègues. Et nous sommes en dehors du président, le rapporteur général, du président d'Amex et des rapporteurs déjà à 20 inscrits. En plus de reste, ça fait une trentaine d'inscrits. Monsieur Van Renberg, vous avez la parole. Bon, c'est pas grave. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Quelques questions, effectivement. Je vous remercie déjà de cet exposé à la fois synthétique mais assez complet. J'ai néanmoins quand même quelques questions qui vous permettront peut-être de préciser votre pensée et surtout de répondre aux attentes, ce qui serait encore mieux, de notre commission. Bon, premièrement, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, détailler les baisses de recettes des différents organismes de sécurité sociale qui ne seront pas compensés en 2019 et au-delà? En effet, le projet de loi paraît peu clair sur cette question. Rien n'y dit en particulier sur les exonérations de forfait social portées par la loi Pacte. C'est un point précis, dont le montant quand même avoisine celui de l'excédent, hein, il est de 600 millions, qui avoisine celui de l'excédent affiché par le régime général plus le FSV. Est-ce que nous devons en déduire que le projet de loi étant naturellement sincère, cette diminution de recettes sera bien compensée? Première question. Ensuite, vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, les rapports entre l'État et la sécurité sociale. Vous savez effectivement que ça nous préoccupe. Vous n'attendez pas les excédents de la Sécu, ce que vous prévoyez dans la loi de programmation, pour déjà opérer un transfert de l'État, vers l'État plutôt, puisque le PLFSS et le PLF prévoient que les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale, donc avant les excédents, diminuent de 1,5 milliard en 2020, de 3,5 milliards en 2021 et de 5 milliards à compter de 2022. Est-ce qu'il est raisonnable de prévoir d'ores et déjà une trajectoire aussi ambitieuse et lointaine surtout, au vu des fortes incertitudes qui pèsent sur l'équilibre financier? Je pense notamment à la conjoncture. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oui, j'ai l'impression qu'il y en a. Certains s'amusent. Bon, donc il y a la conjoncture, il y a la réforme des retraites qui est en cours, la dépendance, bref, il y a un certain nombre de sujets qui risquent effectivement d'accroître ou tout au moins de peser plus exactement sur les comptes de la sécurité sociale, alors qu'il reste quand même 13 milliards, 8 à 13 dirons-nous, milliards de dettes à court terme qui sont logées à la COS. Troisième question, est-ce que vous pourriez nous livrer l'analyse juridique du gouvernement selon laquelle l'affectation de la CSG et de la CRDS qui est sur les revenus patrimoniaux au FSV et à la CADES, est-ce que ça ne présente pas de risque au regard du droit communautaire, hein, c'est-à-dire la jurisprudence de Ruyter, dont certains ici se souviennent sans doute? J'ai deux autres questions qui amputent peut-être un peu le champ de ma collègue, mais qui concernent aussi les tarifs. Vous avez parlé de la diversification, Madame la Ministre, de la diversification de la tarification, notamment à l'hôpital, pour les soins, pour les parcours et les soins, je dirais, sur les maladies chroniques, diabète, insuffisance rénale. J'ai déjà évoqué avec vous, et vous le soulignez d'ailleurs dans certaines interventions que vous avez faites, il n'y a rien sur la psychiatrie. Il y a pourtant un Français sur 5 qui aujourd'hui souffrent ou souffriront de dépression. Est-ce qu'il ne serait pas utile et nécessaire de prévoir aussi
un parcours de soins qui intègre effectivement tous les acteurs de la chaîne, quoi, à commencer par le médecin généraliste, bien sûr. C'était d'ailleurs la diversification de la tarification, une des conclusions, je crois, d'un rapport de notre président en 2012. Alain, je crois que c'était bien 2012. Hein. Et dernière question. Vous avez dans votre plan santé beaucoup parlé de la lutte contre les déserts médicaux. Vous avez d'ailleurs un plan plus particulier sur la lutte contre les déserts médicaux. Quelles sont les mesures, est-ce que vous pourriez les détailler, les mesures qui seraient déjà intégrées dans le PLFSS et pour quel montant? Voilà, merci. Merci bien. Monsieur le Président d'Amex, Monsieur Cardou. Oui, mais merci Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre. J'ai tendance à dire qu'il faut beaucoup insister pour être entendu, mais je suis ravi de constater que cette année, après 3 interventions successives lors des PLFSS en disant qu'il y avait danger à maintenir dans la COS des déficits cumulés, cette année, vous exaucez partiellement ce vœu en transférant une partie des déficits de la COS. Donc, pour moi, c'est une satisfaction, à quelques nuances près, malgré tout. Déjà, une question sur les chiffres. Nous avons auditionné ce matin le premier président de la Cour des comptes, qui nous a donné 23 milliards de déficit résiduel, en parlant de 15 milliards transférés et 8 milliards de maintenus dans la COS. Vous nous avez dit tout à l'heure, Madame le Ministre, 27 milliards. Donc, j'aimerais qu'on précise exactement le chiffre, sachant qu'il y a peut-être, je dis peut-être, confusion entre le pic de découvert de trésorerie nécessaire à la COS pour fonctionner en cours d'année et les montants de déficit cumulés des années précédentes qui sont encore dans la COS. Donc je pense que là, il faut le préciser puisqu'il y a une petite distorsion de chiffres. Deuxièmement, le raisonnement que vous avez mis en avant est de dire 15 milliards en transfert, on essaye de les faire absorber, j'y reviendrai, par un prélèvement sur la CSG à l'horizon 2022 pour que la CADES expire bien comme c'est prévu en 2024. Simplement, les 8 milliards qui restent, vous pensez que la COS pourra les absorber grâce à des excédents éventuels de la sécurité sociale, des excédents conjoncturels. Y a-t-il pas un risque, compte tenu des différents éléments que nous connaissons à l'heure actuelle, la baisse du PIB et surtout la conjoncture mondiale sous fond de protectionnisme et de Brexit, à ce que la croissance ne soit pas au rendez-vous comme vous l'espérez, et un risque que ces 8 milliards restent malheureusement dans la COS, ou tout au moins restent en partie dans la COS. N'aurait-il pas été plus raisonnable de transférer l'ensemble des 23 ou 28 chiffres à préciser, et puis de le faire financer tout simplement par le prélèvement qui est destiné, donc le RDS, le remboursement de la dette sociale, c'est pour ça que le RDS a été créé, peut-être en diminuant d'autant la CSG, de manière à ce que ce soit neutre sur le plan fiscal, mais au moins on utiliserait ce RDS conformément à son objet d'origine, et puis surtout, le jour où, en 2024, la CADES doit disparaître, qu'on supprime le RDS, ce qui serait un signe important vis-à-vis des cotisants à qui on l'a prélevé pendant des années en disant ça y est, on est arrivé au bout, le RDS est supprimé, même si c'est symbolique, je pense que ce serait un signe fort. Donc voilà mes questions. Bon, j'espère qu'on pourra avancer. Dernière chose, et je m'adresse au ministre avec lequel on avait échangé l'année dernière dans le PLFSS. Alors bon, on arrive à avancer un peu sur l'amortissement à COS-CADES. Alors j'avais suggéré, parce que c'est vrai que, comme on le constate, la CSG, on l'utilise beaucoup. Dès la preuve, la COS risque de bénéficier d'un transfert de CSG pour la CADES. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, j'avais suggéré, vous nous aviez dit qu'on pouvait ouvrir le débat, sur toutes choses étant égales sur les biens de consommation courante destinés aux moins chanceux, de moduler des taux de TVA sur certains
produits d'importation ou produits de haut de gamme, de manière à financer un certain nombre de dépenses sociales plutôt que la CSG, partant du principe, et ça je ne le répéterai jamais assez, que la CSG est une taxe subie et imposée, alors que la TVA, si on élimine la TVA sur les biens de consommation courante dont les gens ont besoin pour vivre, la TVA est une taxe choisie. Merci, Madame la rapporteure de la branche maladie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre présentation de ce PLFSS, qu'on a commencé à travailler sur les documents provisoires. Alors bon, il y a des articles qui posent assez peu de questions, je vais les balayer très rapidement. C'est ce qui concerne la qualité des établissements, le financement forfaitaire. Jean-Marie Van Leyenbergh l'a un peu évoqué. Il y a des articles, mais je vous laisserai répondre, qui répondent en effet au plan des aires médicaux, par rapport aux pratiques avancées, au remplacement des médecins. Concernant l'article 33 sur le reste à charge zéro, on commence nos auditions, donc nous n'avons reçu que les audioprothésistes, dont la négociation a peut-être été plus facile qu'avec les autres professionnels concernés. Donc on verra lors des débats s'il y a des points améliorés concernant ce reste à charge zéro. C'est plutôt un avis favorable en effet sur l'extension de la CMU-C, surtout à des personnes qui étaient dans un seuil de revenus très étroit, finalement, autour de 200 €, et c'est une simplification du système. J'avais une question assez pratique sur les génériques et et c'était la suppression de la mention manuscrite du non substituable. Il est dit qu'elle doit maintenant reposer, le non justifié, sur des critères médicaux objectifs. Ma question est assez d'ordre pratique. Comment va faire le praticien ou le pharmacien alors que non substituable, c'est assez simple à effectuer, mais le reste, là, ça me paraît un peu plus compliqué. Si vous avez des notions à nous donner sur comment ça va se traduire. J'avais deux questions un peu plus larges. Une, c'est sur le ralentissement qu'on a vu de l'activité des hôpitaux, qui est plus important qu'il avait été anticipé, et ce qui permet d'ailleurs de compenser le dépassement de l'enveloppe de soins de ville. Mais dans un contexte de baisse de tarifs des séjours, la situation a fragilisé une situation financière déjà difficile des établissements de santé, avec un déficit des hôpitaux publics qui a quasiment doublé. Alors, ma première question, c'est comment s'explique ce ralentissement de l'activité hospitalière? On a mis parfois ça sur le dos de l'ambulatoire, mais la Cour des comptes nous l'a dit ce matin, et je pense que c'est vrai, il n'y a pas que le virage ambulatoire qui explique, il y a aussi l'augmentation des soins de ville par le vieillissement de la population, la chronicisation de certaines maladies. Mais quelles sont les mesures que vous envisagez, vous l'avez un peu évoqué, pour réserver le déficit hospitalier et soutenir les établissements en difficulté? La Cour ce matin nous a dit qu'elle préconisait, à l'instar de ce qui se pratique sur l'entame hospitalier, une réserve prudentielle sur les dépenses de soins de ville. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez songé, et si oui, à quelle échéance? Et puis la dernière question, c'est l'article 42 qui est sur la refonte importante du dispositif des autorisations temporaires d'utilisation dans le rapport que l'on a remis avant l'été avec Yves Daudigny et Véronique Guillotin. On avait en effet souligné ce besoin d'avoir des ATU qui puissent s'appliquer aux extensions d'indication. Bon, l'article 42, il est quand même un peu indigeste. Oui, un peu indigeste et un peu compliqué à suivre. Comment va s'articuler le dispositif, puisqu'il y a un encadrement financier des spécialités sous ATU qui est prévu depuis 2017 par l'article 97? Est-ce que l'extension d'indication va donner lieu à un relèvement des plafonds dans ce stade? Comment tout ça va s'articuler par rapport à une extension d'indication qui viendrait en ATU? Et puis, il est mis également dans l'article qu'il y aurait des nouvelles modalités quant à la fixation du prix des spécialités sous ATU, avec une compensation qui serait fixée par les ministres de la Santé et de la Sécurité sociale. Et la question, c'est s'il y a une différence de prix importante avec nos voisins européens,
est-ce qu'il n'y aura pas un danger pour l'accès des patients français à l'innovation? Et puis, l'évolution avait-elle été actée dans le cadre du CSIS en juillet dernier, puisqu'il semble que l'article 42 corresponde aux engagements qui ont été pris par le CSIS. Voilà, c'est tout. Merci bien. Madame la rapporteure de la branche famille, Madame Doineau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je m'associe évidemment aux remerciements qui ont été faits par mes collègues. Ma première question est sur la branche famille. Le PLFSS 2019 prévoit une revalorisation des prestations familiales à hauteur de 0,3% pour 2019 et pour 2020. Or, les prévisions d'inflation, vous l'avez rappelé, sur lesquelles se base le gouvernement pour ces années, sont respectivement de 1,3 et de 1,4%. Par conséquent, cette moindre revalorisation des prestations ne prive-t-elle pas les familles bénéficiaires d'allocations familiales, alors que vous prévoyez en fait un solde positif pour la branche famille qui s'élèvera à 1,2 milliard d'euros en 2019. Comment justifier finalement ce décalage auprès des familles? Ma deuxième question, toujours sur la branche famille, la nouvelle convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF pour 2018-2022 fixe l'objectif d'ouvrir 30 000 nouvelles places de crèche et 1 000 relais assistants maternels. Ça a été rappelé d'ailleurs par le Président lors de la présentation du plan pauvreté il y a quelques semaines. Pourriez-vous nous détailler finalement les moyens alloués, sachant que le Président a précisé qu'il n'y aurait plus que 10% en termes d'investissement à la charge des collectivités. Mais on le sait tous ici, et notamment ceux qui ont eu la charge de collectivité, ce n'est pas tant l'investissement qui pose problème, c'est le fonctionnement, avec le taux d'encadrement. Et dans les précédents plans, on voit bien que c'est ce qui a fait obstacle justement à la création de nombreuses places de crèche. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder en sincérité cette difficulté qu'ont les collectivités à s'engager dans la construction de crèches parce que ça coûte vraiment très très cher, elles le savent déjà au quotidien. Ma troisième question concerne finalement une de mes collègues qui ce matin était concernée par l'examen d'une proposition de loi qu'elle a faite sur les aidants. Et donc nous examinions cette PPL à laquelle elle tient beaucoup. Il s'agit donc de Jocelyne Guidez. Je vous sais très sensible à ce sujet, Madame la Ministre, et je sais aussi que vous menez actuellement, en fait, une grande consultation sur la dépendance. Et que, donc, la tentation du gouvernement sera de repousser probablement cette PPL. Cependant, la question des aidants concerne non seulement la dépendance, mais elle concerne aussi la santé publique. On sait combien il y a d'aidants qui finalement s'épuisent auprès des aidés. Alors, est-ce que ce ne serait pas le moment finalement de suivre un peu le travail du Sénat sur cette question et notamment sur l'indemnisation du congé de proche aidant? Je pense qu'il faut saisir cette PPL comme une opportunité et ne pas y voir une contrariété comme ça a été dit ce matin. Merci bien, monsieur le rapporteur de la branche retraite, monsieur Savary. Merci. Moi, je voudrais simplement reprendre les propos de Madame la Ministre qui dit que dans ce PLFSS 2019, il n'y a pratiquement rien sur la branche, sur les retraites, puisqu'il y a la réforme, mais il y a quand même dans la trajectoire 2019-2022 un équilibre par la non-revalorisation des retraites et un taux de 0,3%. Alors on voit bien qu'il y a effectivement le niveau de vie des retraités qui va être touché à travers différentes mesures, des mesures positives avec la taxe d'habitation qui va diminuer, des mesures négatives avec l'APL, avec la CSG, avec le 0,3% de revalorisation qui va s'étaler sur les années. C'est une vraie mesure structurelle, c'est une mesure d'économie. Mais est-ce que c'est la comparaison avec les autres pays européens qui vous a inspiré à aller dans cette voie-là, quand on connaît le niveau de vie de nos retraités? Et puis, un deuxième point,
c'est par rapport à vos annonces ce matin sur la retraite, Madame la Ministre, où vous avez confirmé visiblement maintenant le taux de cotisation, 28% si j'ai bien compris de moyenne, les salariés, les fonctionnaires, 14% pour les indépendants, bien, un taux de cotisation bien défini, un âge 62 ans, l'âge légal, on n'y touche pas, ce qui veut dire que pour l'équilibre des retraites, il ne reste plus qu'un paramètre, c'est le niveau des pensions. Alors donc, est-ce que vous assumez véritablement dans cette stratégie avoir des retraités qui ont un niveau de pension qui va diminuer? Et puis là aussi, deux précisions en ce qui concerne la transition. C'est important, vous avez parlé de 40 ans de transition. Est-ce que les deux systèmes, l'ancien système et le nouveau système, vont cohabiter ou bien y aura-t-il conversion directement vis-à-vis du nouveau système à point? Et puis également les 3 passes retenues qui veulent dire qu'il n'y aura plus de place pour le régime complémentaire de retraite et des éclaircies si possible sur les réserves, puisque dans un système universel, on voudrait savoir comment vont être pris les réserves des différents régimes. Merci. Monsieur le rapporteur ATMP, Monsieur Deriot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. C'est la branche en excédent depuis déjà quelques années, donc c'est plus facile. Mais tout de même, je vous poserai 3 questions. Tout d'abord, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles continue de peser sur l'équilibre de la branche ATMP au travers d'un transfert d'1 milliard d'euros à la branche maladie. Je le redis tous les ans, mais il ne demeure pas moins qu'on en est toujours dans ce domaine, et aussi de l'imputation de dépenses de 970 millions d'euros au compte spécial. Quelles mesures concrètes comptez-vous déployer pour renforcer la reconnaissance des maladies professionnelles et l'identification des entreprises responsables? Du côté d'ailleurs des médecins, envisageriez-vous un système de bonification dans le cas où ils détecteraient une maladie professionnelle, comme c'est le cas en Allemagne? La deuxième question, la Cour des comptes, dans son rapport sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale, appelle à un renforcement de l'application de cotisations supplémentaires par les CARSAT afin de sanctionner des entreprises n'ayant pas pris les mesures de prévention nécessaires. Avez-vous prévu, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion de la branche ATMP pour la période 2018-2022, des objectifs précis sur ce point pour inciter les entreprises à mettre en œuvre des dispositifs de prévention? Enfin, troisième question, le rapport de notre collègue députée Charlotte Lecoq plaide pour un guichet unique de la prévention qui réunirait les services de santé au travail et les préventeurs des CARSAT. Or, le vice-président de la Commission nationale des ATMP a fait part récemment de son désaccord sur le transfert de l'activité de prévention de la branche à un opérateur privé régional unique. Quelle est votre position sur ce sujet? Voilà les questions que je voulais vous poser en attendant vos réponses. Merci. Merci bien. Et enfin, le rapporteur médico-social, Monsieur Bonne. Oui, merci Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Il n'y a pas grand-chose effectivement dans le nouveau PLFSS en ce qui concerne la médico-sociale. Simplement, je me réjouis quand même des 2,5% d'augmentation de l'ONDAM, en regrettant qu'il n'y ait que 2% pour le médico-social, puisque les autres sont à 2,5%. Et puis, je me réjouis aussi que l'on puisse enfin débattre sur l'autonomie et le règlement du problème de l'autonomie, et qu'on essaye de trouver une solution, parce que cela fait des années que l'on cherche effectivement à trouver pour les personnes âgées les moyens d'assurer la dépendance telle qu'on devrait le faire à la fois sur le plan médical et sur le plan de la perte d'autonomie, mais il faut vraiment qu'on arrive à déboucher sur quelque chose qui soit satisfaisant pour tout le monde. Dans ce qui a été proposé dans le PLFSS, sur la convergence tarifaire au niveau des EHPAD, c'est une excellente chose de le réduire à 5 ans au lieu de 7 ans. Je regrette quand même qu'il n'y ait rien du tout sur la convergence tarifaire qu'on aurait pu avoir aussi au niveau des GIR entre les départements, et savoir si vous aviez prévu éventuellement au niveau des départements de compenser comme vous l'aviez prévu ou fait l'an dernier sur quelques années, avec ou sans remboursement de la part des départements, pour éviter justement les pertes que pouvaient avoir certains établissements publics notamment.
Et puis, une question par rapport aux intervenants à domicile. Vous avez dit que dans le cadre de la réduction des charges salariales, les intervenants à domicile ou les prestataires allaient sur les intervenants à domicile, qu'ils allaient pouvoir bénéficier donc de la baisse des charges et qui compenserait largement le CICE. Or, il semblerait que les intervenants à domicile aient déjà la possibilité d'une réduction qui existait auparavant et qu'ils ne seront pas gagnants avec la réduction des charges sociales par rapport à la perte du CICE. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et puis, j'en profite, puisque j'ai la parole sur 2 articles, pour poser une question sur l'article 28. Vous parlez sur les maladies chroniques d'un forfait qui serait déterminé pour les médecins. Quel est ce forfait? Comment le calcule-t-on? Qui le déterminera? Et sur l'article 29, vous féliciter pour qu'effectivement on arrive enfin à ce qu'on puisse avoir une activité médicale hors les murs de l'hôpital qui permettra peut-être de combler en partie la désertification médicale que l'on regrette tous. Voilà. Merci bien. Voilà, nous avons donc la première salve de questions. Je vous laisse le soin de répondre. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre au sujet peut-être qui me concerne plus sur les comptes en général et sur les questions notamment qu'a posé Monsieur le rapporteur général et puis quelques autres rapporteurs. Si jamais j'oublie quelque chose aussi avec Madame Buzyn, on ne répond pas à tout, n'hésitez pas à nous le rappeler, j'essaie de prendre des notes sur tout. D'abord, la question plus globale que pose Monsieur le rapporteur général sur les relations entre l'État et la sécurité sociale et donc ce qui est compris dans le PLFSS de compenser, pas compenser. Qu'a souhaité faire le gouvernement? Le gouvernement, il a d'abord essayé de se dire qu'on va arrêter une certaine hypocrisie qui consiste à penser que depuis la loi Veil, on doit tout compenser et on s'aperçoit qu'en fait, on ne compense pas tout, si on est objectif entre nous. Et puis que par ailleurs, on a fait peu de responsabilisation et beaucoup de tuyauterie. À la fin, on a eu du mal à comprendre, on a même du mal à comprendre comment tout ça fonctionne. Et il y a des moments où c'est par crédit budgétaire qu'on compense, parfois c'est des recettes, on s'échange, ce qui fait que rien que cette année, Monsieur le rapporteur général, en 2019, le montant de transfert de l'État à la sécurité sociale, c'est 36 milliards. 36 milliards, ce qui veut dire un tiers de la dette, un tiers du déficit constaté de l'État, dont 23 milliards pour les allégements généraux. Donc on a un sujet... voilà, qui est quand même un sujet important, de flux financiers extrêmement important. Alors que, j'aurais juste vous le dire, les pertes de recettes non compensées qu'on va évoquer dans quelques instants, c'est 2 milliards. Donc on a un côté 36 milliards de compensation et on a 2 milliards de recettes non compensées. Et l'idée du gouvernement, c'est de faire de chacun pour soi. C'est-à-dire qu'on doit être responsable de ce que l'on fait quand on décide de faire des allègements, quand ils sont spécifiques, quand ils ne sont pas spécifiques. Pardon ? C'est pas la Sécu qui décide. Oui, mais c'est ça le problème sur le rapporteur général, c'est que c'est nous, vous n'êtes pas la Sécu, puisque en tant que, me semble-t-il, que tout citoyen, le contribuable, on est tous la Sécu, on est tous l'État, on est tous ses impôts, on est tous sa dépense publique. Et vous voyez, ça c'est un sujet qui me paraît important de souligner, parce que je crois qu'on a un peu tendance à penser que d'un côté, et le fait que nous ayons 2 textes financiers, qu'on ait 2 textes financiers séparés, vous pousse parfois vous-même, et peut-être que j'ai péché, Maxime mea culpa, hein, mais vous pousse vous-même parfois être un peu schizophrénique, de nous reprocher de manière générale que le déficit ou la dépense publique, pas la schizophrénie, vous avez raison, Monsieur le Président, je m'en excuse, un peu différent dans nos jugements selon les moments où on se trouve, qui consiste à penser qu'on veut baisser le déficit et qu'on veut baisser la dépense, mais ça ne concerne pas l'objet, et notamment un objet qui est très important, qui est 50% de la dépense. Par exemple, ce qui n'est pas compensé en 2019, c'est le remplacement de la CSG, la mesure évoquée par le Premier ministre pour un peu plus de 300 millions d'euros pour les 300 000 retraités qui rentrent dans le seuil et qui en ressortent, pour faire vite. C'est la mesure qui est dans le PLFSS de correction de la mesure CSG l'année dernière. C'est une mesure sociale, elle rentre dans le champ social, il est normal de ne pas la compenser. C'est le forfait social, qui, comme son nom l'indique, est une fiscalité sociale, monsieur le rapporteur général, pour à peu près 600 millions d'euros. C'est les heures supplémentaires retirées de leur cotisation sociale, c'est à peu près également 600 millions d'euros. C'est la compensation CICE pour les régimes spéciaux, c'est 600 millions d'euros. La compensation CICE, à peu près 400 millions d'euros. Donc c'est à peu près 2 milliards, comme je vous l'évoquais. Les dernières, c'était 700 millions d'euros de non-compensation du CITS. Voilà. Donc je rappelle quand même que les compensations État, Sécurité sociale, 36 milliards.
Et les non-recettes que vous pourriez constater, c'est 2 milliards. Voilà, je crois qu'on peut remettre les choses en perspective. Par ailleurs, comme le gouvernement l'a proposé l'année dernière dans un ensemble global qui consistait à dire il y a une augmentation des CSG, alors monsieur le sénateur l'a évoqué, il y a des plus et des moins notamment pour les personnes retraitées. Les plus, c'est la taxe d'habitation que chacun peut constater s'il regarde, c'est la taxe d'habitation, c'est l'État qui a compensé la baisse de recettes pour les collectivités territoriales. Hein. Donc nous présentons un budget des textes financiers globaux. Il n'y a pas deux sujets différents. Nous avons, pour répondre à votre question, tout à l'heure sur la sécurité sociale et sur la façon dont elle revient à l'équilibre pour rembourser la dette et comment mettons dans un tout cette dette. Je voudrais vous dire que vous aviez vous-même prévu, enfin quand je dis vous, c'est la majorité parlementaire du Sénat, l'augmentation de la CSG. Mais à l'époque sans compensation. Tout le monde aurait eu l'augmentation de la CSG. Je vous renvoie l'excellent rapport de M. Vessel et de M. Delattre qui prévoyait que pour payer cette dette sociale, il fallait augmenter la CSG. Alors le rapport ne dit pas de combien, mais enfin c'est vrai que chacun a pu constater qu'il y avait des recettes supplémentaires. Non mais voilà, c'est un point important. Nous on considère, c'est comme ça qu'on vous l'a présenté évidemment, qu'il n'y avait pas d'impôt supplémentaire à créer, qu'il y avait le taux à relever pour une partie des personnes retraitées. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas d'augmentation du taux général, que les retraités avaient un taux réduit et qu'on a augmenté un taux qui était jusqu'à présent un taux réduit. Sur le point prioritaire que vous évoquiez tout à l'heure, depuis 2015, en fait, ce que l'on constate, c'est que les instances européennes n'ont pas dit que le prélèvement était illégal. Non. Ils n'ont pas dit que le prélèvement était illégal, c'est l'affectation qui est remise en cause. Et nous avons donc considéré que pour sortir la France de ce sujet embêtant, nous avons commandé un rapport à Madame Jeuneté, députée des Français de l'étranger, qui l'a remis au gouvernement, et le débat parlementaire adoptera sans doute une partie de ces propositions, c'est-à-dire qui consisterait à regarder effectivement ce qui touche les non-résidents européens, dans le cadre européen, qui sont déjà affiliés à un système de sécurité sociale. Mais je voudrais ici redire, parce que j'entends parfois des confusions, si vous me le permettez, il n'y a pas d'illégalité du prélèvement. C'est l'affectation qui est remise en cause, et donc il faut effectivement mettre le droit, si j'ose dire, à l'endroit, et nous le ferons dans ce texte suite au rapport de Madame Jeuneté, et bien sûr nous sommes ouverts aux questions et aux propositions sénatoriales. Les 28 milliards, 23 milliards de la dette à cause qu'a dû évoquer Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, je ne vous ai pas écouté en audition, mais étant au Conseil des ministres, il me semble que on n'est pas en désaccord avec Monsieur le Premier Président, simplement c'est une question de champ. Et peut-être qu'on pourrait vous préciser la différence de 5 milliards entre ce que constate la Cour des comptes et ce que nous constatons dans les documents que nous vous avons remis. Mais il n'y a pas de loup de 5 milliards quelque part qui traîne, me semble-t-il. On aura l'occasion peut-être, Monsieur le Sénateur, de vous le préciser si j'ai les propos exacts de Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Je reviens sur un point avant de laisser peut-être la parole à Madame la Ministre. Vous l'avez évoqué pour les personnes employés à domicile, puisque c'était évoqué. On a vu qu'il y avait effectivement un petit sujet. Nous aurons l'occasion en projet de loi de financement de la sécurité sociale par amendement de faire une compensation d'à peu près 65 millions d'euros, notamment pour faire un plafond, je me retourne vers mon directeur de cabinet, qui est autour du SMIC, puisque l'essentiel entre un 2 SMIC, on a rencontré toutes les fédérations et toutes les associations. Autour d'un 2 SMIC, c'est la quasi-intégralité de leurs salariés. Et on le fera, mais on écoutera évidemment et on fera un amendement. Et c'est 65 millions d'euros qui est prévu pour compenser effectivement cette différence où ils perdaient de l'argent, vous l'avez dit, et nous l'avons constaté. On le corrigera dans le cadre du PLFSS. Peut-être sur un point, parce que ce qui est intéressant, j'ai moins de questions cette année, tant mieux, sur l'équilibre de nos comptes publics et sur les comptes sociaux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que vous auriez fait. On ne l'a pas évoqué, mais j'ai entendu avec grand plaisir M. Woerth et M. Wauquiez hier. Moi, c'est pas une insulte, M. Wauquiez, c'est pas grave. Non. Mais ce que vous parlez là, nous, on a fait le choix. Non, mais c'est pas grave. On a fait le choix de la revalorisation modérée. La non-revalorisation modérée à 0,3. Je sais pas si... Bon, donc on a fait ce choix-là. C'est vrai que vous me posiez... C'est monsieur le sénateur qui me posait justement la question. Ah, mais j'imagine qu'il vous a consulté longuement. C'est dans... Bon, bien évidemment. Bon.
Donc vous nous reprochez, et je peux le comprendre, la revalorisation modérée à 0,3 en disant les retraités vont perdre du pouvoir d'achat. Parce que la mesure d'équilibre des comptes sociaux, si j'ai compris, en ce qui concerne le champ social, je ne parle pas des 39 heures payées 35, je parle du champ social. C'est toutes les prestations sociales, donc y compris à HASPA, à 75% du SMIC, ce qui représente 888 € par mois. Donc votre proposition aurait été de baisser de façon extrêmement importante toutes les prestations sociales pour atteindre ces 75% du SMIC. Ça aurait été donc une baisse de toutes les prestations sociales, si je suis la conférence de presse qui a été évoquée, alors que nous faisons l'inverse, puisque nous augmentons les prestations sociales, notamment la hache et le minimum vieillesse. Oui, parce que là, ça me donne soin. J'ai aussi compris... J'ai aussi compris qu'il fallait qu'en France, il y ait des gens qui cotisent pendant 3 ans sans bénéficier de systèmes sociaux, notamment les étrangers. Bon voilà, donc on n'a pas fait le même choix. C'est un choix. J'imagine qu'il y aura des amendements portés par le groupe Les Républicains. J'imagine qu'il y en aura, mais c'est pas grave, on a le droit d'avoir une différence politique. Et donc voilà, on a fait un choix différent. Et enfin, un dernier point, parce que on voit bien qu'il y a des entrées et des sorties de recettes. Monsieur le sénateur a évoqué la TVA qui lui semblait plus juste. C'est un argument que je peux comprendre et entendre, et c'est un débat de fiscalité intéressant. Moi, je ne partage pas cette opinion et je ne l'ai jamais partagée, parce que la TVA, en proportion, et quand bien même vous avez bien dit, monsieur le sénateur, que vous retiriez les produits de première nécessité. C'est un point sur lequel je l'entends, mais les personnes les plus modestes n'achètent pas que des produits de première nécessité. Ils achètent des voitures pour aller travailler, ça nous est parfois reproché, ça nous des biens de consommation, des meubles. En proportion, la TVA, elle est plus fiscalisée que pour les gens les plus aisés, puisque même si leurs biens sont plus chers, la proportion marginale à consommer, j'allais dire, elle est évidemment plus réduite. Donc nous pensons, nous, qu'effectivement, parce qu'elle est plus proportionnelle et parce qu'elle touche les produits du capital, ce que ne touche pas la TVA est plus juste, y compris pour les personnes les plus modestes, mais c'est deux visions de la fiscalité. Merci. Juste, excusez-moi, Madame la Ministre, mais il y a des propos de Monsieur le Ministre sur lesquels je veux revenir. D'abord, une remarque. Excusez-moi, je vous porte beaucoup de respect, mais si Éric Woerth et Laurent Wauquiez avaient été au gouvernement, il me semble que vous auriez été avec nous. Ensuite, vous avez parlé de Vasselle et de Lattre. Vous avez parlé de Vasselle et de Lattre. Vaisselle, d'accord. Pas Vasselle, parce que Vasselle n'était pas contemporain de Lattre. Et si c'est un rapport Vaisselle de Lattre, c'est un rapport sur la CSG, en effet, mais uniquement pour rembourser la dette de la sécurité sociale et pas pour combler le reste. C'est-à-dire que les cotisations sociales étaient maintenues, la CSG était augmentée le temps du remboursement de la dette, une fois que la dette était remboursée, elle était baissée. Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Bien. Alors, ça sera moins percutant, hein, évidemment, que mon collègue à droite. Peut-être pour répondre déjà à monsieur le rapporteur général, monsieur Van Lorenberg. Vous me demandiez quelles étaient les mesures que nous avons intégrées dans le PLFSS qui permettent de lutter contre les déserts médicaux. Donc, toutes les mesures présentées dans le plan santé sont d'ores et déjà intégrées, c'est-à-dire les postes d'assistants salariés, les assistants médicaux, le financement des communautés professionnelles de territoires de santé, que je n'oublie pas les plateformes territoriales d'appui, tout cela, également tout ce qui concerne les créations et fonctionnement des maisons de santé pluriprofessionnelles sont dans les 125 millions d'euros d'ores et déjà inscrits au PLFSS 2019 pour améliorer l'accès aux soins. Et nous y rajoutons 52 millions d'euros qui sont dédiés à l'amélioration des systèmes d'information à l'hôpital comme en ville, qui vont permettre évidemment de dégager du temps médical. Au-delà de ça, il y a tous les 200 millions d'euros dont j'ai parlé tout à l'heure qui concernent directement l'investissement hospitalier, immobilier. Ce sont tout le montant des aides pour relancer la dynamique d'investissement pour les établissements de santé. Vous m'interrogiez sur la diversification de la tarification. Nous commençons par diversifier uniquement la T2A hospitalière. Donc les deux forfaitisations qui concernent le diabète et l'insuffisance rénale chronique, même si en théorie ce parcours de soins concerne également les libéraux,
Pour la première étape en 2019, nous serons que sur la tarification hospitalière. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à construire, qu'il faut beaucoup modéliser et que donc progressivement, cette forfaitisation s'étendra au secteur libéral pour d'autres pathologies, y compris évidemment celles que je viens de citer. Et concernant la psychiatrie, elle fait partie évidemment du champ, mais aujourd'hui, la psychiatrie n'est pas financée par la T2A. Heureusement d'ailleurs, voilà, c'est déjà un forfait hospitalier. Donc heureusement qu'on ne gagne pas de l'argent en gardant les patients psychiatriques hospitalisés. Donc voilà, mais évidemment la psychiatrie fera partie de la réflexion générale autour de la forfaitisation des parcours, incluant à la fois le secteur hospitalier et le secteur de ville. Madame De Roche, vous m'avez interrogé sur l'article 42 sur la réforme des ATU, en disant que l'article était indigeste. Effectivement, il est complexe. Il est complexe. Alors, il faut rappeler que la régulation des extensions d'indication rentre dans le cadre conventionnel, dans les négociations avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, la réforme prévoit qu'une compensation qui est fixée par le ministre soit accordée à l'entreprise qui souhaite disposer d'une ATU pour une extension d'indication. Et pour éviter les difficultés actuellement observées, où en fait les industriels souhaitent que l'extension d'indication, l'ATU sur l'extension d'indication, bénéficie du prix pour lequel le médicament est d'ores et déjà autorisé, et qui généralement est le prix très cher d'entrée, puisque souvent dans la stratégie des industriels, il y a la première indication qui concerne des pathologies orphelines, comme le mélanome, et puis des extensions d'indication qui concernent des pathologies beaucoup plus fréquentes. Pour éviter d'être bloqué avec un prix très élevé d'entrée, et donc il est prévu que le ministre fixe le prix de cet accès précoce en extension d'indication à partir des règles générales de fixation des prix. Donc l'exposé des motifs de la mesure a été quand même modifié pour tenir compte d'un certain nombre de remarques venant des industriels concernant les références conventionnelles existantes. Et puis nous pouvons rassurer les industriels, le principe de reversement rétroactif post-négociation du prix reste maintenu, et donc il leur garantit que le prix négocié s'appliquera y compris sur la période d'ATU, même si le prix initial que nous aurons fixé sur l'ATU est plus faible que le prix négocié in fine. Donc, enfin, nous nous sommes engagés à ce qu'on parle de prix facial, qui est le seul connu internationalement, alors que le prix net provisoire reste confidentiel et leur permet aussi de négocier leur prix à l'international. Donc voilà, tout cela explique la complexité de la mesure. Ensuite, vous m'interrogez sur le recours aux médicaments génériques. Alors, oui, alors, aujourd'hui, nous avons remarqué que l'un des freins à la substitution des médicaments pour aller vers des génériques, c'est le fait que soit inscrit non substituable sur l'ordonnance. Cette mesure non substituable est passée de 2% des ordonnances à 9% des ordonnances en 6 ans. Donc on voit bien qu'il y a une tendance des médecins à prescrire du non substituable. Donc l'objectif, c'est d'agir sur les 9% d'ordonnances qui comprennent cette mention non substituable en définissant précisément les cas où la mention non substituable est médicalement justifiée. Parce qu'on voit parfois des patients arriver en disant « je suis allergique au générique ». Médicalement parlant, c'est très compliqué à justifier. Voilà, donc nous voulons arrêter cette dérive des malades qui seraient allergiques à la totalité des génériques. Donc nous allons négocier avec les médecins et la NSM les critères de définition de l'allergie connue à un générique donné, mais pas à la totalité, et notamment ce qui concerne les génériques à marge thérapeutique étroite, où on voit bien que là, voilà, c'est par exemple le cas du lévothyrox, où on voit bien que ces médicaments à marge thérapeutique étroite doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Donc cette mention n'aboutira pas à la levée du secret médical, mais ça permettra qu'on ait négocié une liste plus stricte et éviter ces dérives, puisque nous avons en France un nombre de patients allergiques aux génériques qui est bien supérieur à celui de tous les pays européens. Ensuite, vous m'interrogez sur le ralentissement d'activité des hôpitaux qui est plus important que prévu. Alors effectivement, la Cour des comptes semble penser que le virage ambulatoire ne peut pas à lui seul expliquer la totalité de cette baisse d'activité.
Bon, le virage ambulatoire augmente quand même d'année en année de plus de 2%, 2% pour les actes chirurgicaux, 2,4% au total quand on pense à la médecine, quand on inclut la médecine. Nous avons pour 2018 dans les tarifs déjà tenu compte de cette baisse d'activité et nos premières estimations nous font penser qu'elle continue, c'est que c'est un mouvement en profondeur. Alors est-ce que la baisse de la natalité progressive au cours de ces dernières années a pu agir? C'est possible. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que même si nous ne comprenons pas aujourd'hui la totalité des causes, nous avons dans le plan Ma Santé 2022 décidé de traiter les causes profondes des difficultés observées par les hôpitaux. Nous pensons que ça passe par une amélioration de la structuration des soins sur les territoires, permettant vraiment de renforcer l'offre de proximité, notamment dans le secteur libéral. Et l'enjeu, c'est de donner aux hôpitaux les leviers pour adapter leur rôle. D'où l'idée de la gradation des soins avec des hôpitaux de proximité qui seront recentrés sur une activité de proximité pour éviter la dispersion des plateaux techniques, des compétences dans tous les hôpitaux locaux, régionaux et CHU. Cette gradation des soins va participer à une meilleure efficience et rationalité du système. Ensuite, nous avons des améliorations en cours pour la performance des hôpitaux dans le cadre du programme phare qui permet une professionnalisation des acheteurs, le programme Symphonie qui permet à l'amélioration de la facturation et de recouvrement des recettes, dont on sait que c'est un gros problème. Et enfin, nous avons un accompagnement spécifique pour les hôpitaux les plus en difficulté avec des mesures de suivi spécifiques par les ARS et par le Copermo. Donc nous sommes très très attentifs à cette dégradation de la dette hospitalière de façon à ce qu'elle ne s'aggrave pas en 2018. Enfin, vous avez posé la question de la réserve prudentielle sur les soins de ville, c'est-à-dire faire un gel quelque part, tel que nous le faisons aujourd'hui pour le secteur des établissements de santé. La construction de l'Ondam 2019 inclut d'ores et déjà une provision de 120 millions d'euros, donc une réserve prudentielle, sur l'objectif soins de ville. Cela va donc dans le sens de la préconisation du rapport de la Cour des comptes sur une meilleure régulation de l'enveloppe soins de ville. Madame Doineau, sur la branche famille, vous me demandez comment nous justifions le décalage entre la revalorisation de 0,3% et l'inflation. D'abord, nous avons décidé d'axer les financements supplémentaires sur les familles les plus en difficulté avec le plan de lutte contre la pauvreté qui s'adresse essentiellement aux familles les plus pauvres et aux jeunes les plus en difficulté, avec aujourd'hui un parcours de santé 0-6 ans sur lequel nous travaillons qui va être financé, une facilitation de l'accès aux crèches pour les familles les plus défavorisées, création de places de crèches dans les quartiers politiques de la ville, j'y reviendrai avec des bonus spécifiques, les petits déjeuners à l'école, les tarifs sociaux dans les cantines. Donc tout le plan pauvreté aujourd'hui est en mesure d'accompagner les familles qui sont les plus en difficulté. Et je rappelle que l'année dernière, nous avons eu des mesures particulières en faveur des familles monoparentales dont on sait qu'elles font partie des familles les plus pauvres et qui sont majoritairement sous le seuil de pauvreté. Ensuite, vous me demandez sur le FNAS. Donc dans le FNAS, nous avons sur la totalité de la période une augmentation de plus de 10% des moyens. Donc c'est 6,38 milliards d'euros en 2022 pour créer 30 000 places supplémentaires de crèches et 500 000 places supplémentaires en accueil de loisirs dans le cadre du plan Mercredi. Nous avons acté qu'il y aurait une réforme du mode de financement des crèches pour s'assurer qu'une part significative de ces places soit créée dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et que davantage d'enfants issus des familles modestes soient accueillis dans ces places. Et donc nous avons créé un bonus territoire et un bonus mixité qui va jusqu'à 1 000 € par place et par an. Et je rappelle que nous avons donc majoré de 30% le montant maximal de complément de libre choix de mode de garde accordé aux familles monoparentales dans le cadre du PLFSS 2018 qui participe aussi à cet accès aux crèches. Concernant les aidants, alors le constat est partagé. Évidemment, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu aussi de santé publique pour ces personnes. Donc je ne vais pas revenir sur le constat. Mais nous avons l'ambition de développer une politique vraiment ambitieuse d'accompagnement et de valorisation des aidants dans le cadre de la réforme sur l'autonomie et le grand âge. Et évidemment, cette réforme qui aura des mesures sur les aidants, ces aidants
limiteront pas aux aidants des personnes âgées, mais évidemment aux aidants des personnes malades et des personnes handicapées. Ça va de soi. Mais notre proposition est d'attendre aujourd'hui les conclusions de la concertation nationale grand âge et autonomie qui sont attendues pour fin d'année, début 2019. Il y a un atelier spécifique sur les aidants et la lutte contre l'isolement, notamment, avec des réflexions qui concernent le bilan de la loi ASV, le non-recours au droit, la rémunération du congé aidant. Donc c'est complètement inclus dans la réforme et il nous semble donc prématuré d'inclure des mesures aidants dès cette année, alors que nous avons l'ambition de porter une réforme globale sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Et donc, voilà, la position du gouvernement, c'est évidemment de tenir compte du rapport de Madame Gillot, mais au-delà de ça, de s'alimenter de tout ce qui sortira de la concertation dans le courant de l'année. Et donc, pardon ? Oui, non, c'est ce que je dis, c'est que les mesures aidants, elles seront discutées évidemment dans la concertation sur le grand âge, mais les ateliers sur les aidants concerneront aussi les malades et les personnes en situation de handicap, c'est prévu, mais voilà, nous n'avons pas voulu dissocier les aidants de personnes handicapées des aidants de personnes âgées. J'ai oublié... non, j'ai oublié personne. Alors, Monsieur Deriot, non, Monsieur Savary, pardon. Vous m'interrogez... Non, excusez-moi. Excusez-moi, je n'étais pas dans l'ordre. Monsieur Savary, donc nous avons là aussi fait les mêmes choix, je dirais, que pour la branche famille. C'est-à-dire que nous assumons une moindre revalorisation des pensions, donc une revalorisation à 0,3% sur 2 ans, mais nous avons des mesures spécifiques sur les personnes les plus en difficulté. Et clairement, dans les budgets des personnes âgées et des petites retraites, la part liée à la santé et du reste à charge est d'une part prédominante. Donc nous avons axé les financements supplémentaires sur le reste à charge zéro, prise en charge des lunettes, des soins dentaires et des audioprothèses, et sur l'accès à la complémentaire santé modifié, qui aura un panier de soins élargi, notamment sur les besoins des personnes en situation de handicap, mais ça concerne quand même 1,2 million de personnes, dont les petites retraites. Donc voilà, c'est un choix assumé. Donc c'est un PLFSS qui porte des mesures clairement orientées vers les petites retraites et les petites pensions. Vous m'avez beaucoup interrogé sur la réforme, donc là je ne veux absolument pas dévoiler au-delà de ce qui a été dit ce matin, puisque l'ensemble des partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la concertation. Les premières pistes et les premiers principes ont été posés ce matin. Je ne souhaite pas y revenir, puisque l'ensemble des partenaires sociaux adhèrent globalement au schéma général qui a été proposé. Nous avons fait le choix d'une concertation approfondie sur le temps long, avec des périodes de transition qui seront longues entre les deux régimes. Et comme ça va faire l'objet en fait de la concertation qui débute, la période de transition, et aussi la question des réserves que vous évoquez, tout cela va faire partie de la concertation à venir, donc je ne peux évidemment pas vous répondre, nous n'avons pas aujourd'hui la solution. Monsieur Deriot, alors, vous m'avez posé des questions sur le rapport de Madame Lecoq sur le guichet unique. Vous le savez, dans le cadre du dialogue social, nous avons décidé de confier aux partenaires sociaux une négociation sur l'aspect santé au travail. Et donc, le rapport de Madame Lecoq sert de base, mais n'est pas inscrit dans le marbre. Clairement, aujourd'hui, les partenaires sociaux sont en train de négocier autour de santé au travail, sur l'amélioration de la prévention notamment, sur lequel, vous le savez, nous avons abondé sur le fonds de prévention dans le PLFSS 2019. Et donc, voilà, comme cette concertation est en cours, je ne peux pas préjuger du périmètre, mais il y aura évidemment des mesures faites en faveur d'une meilleure prévention des salariés. Monsieur Bonne, sur le secteur médico-social, vous me posez la convergence des tarifs autour du GIR pour les départements. Alors, nous nous sommes engagés d'abord à une compensation pour les perdants sur 2 ans.
ce qui nous laisse le temps de concerter. Donc cette concertation a débuté sur la convergence des tarifs. Donc voilà, je ne sais pas sur quoi ça va aboutir, mais le fait que nous compensions pendant 2 ans permet le temps de la négociation. Et évidemment, la concertation sur le grand âge et la perte d'autonomie va probablement apporter des pistes de réforme en profondeur aujourd'hui du financement de la dépendance. Je ne suis pas du tout sûre que notre fusée à 3 étages telle qu'elle existe aujourd'hui sera toujours d'actualité dans 2-3 ans. Donc voilà. Après, sur l'article 28, vous me posez la question du forfait pour les médecins. Donc il existe une augmentation des maladies chroniques. Nous nous engageons vers une diversification du mode de tarification de la médecine. Il y aura toujours une tarification à l'acte, mais nous ajoutons à cette tarification à l'acte une tarification forfaitaire pour laquelle aujourd'hui la mission qui a été mise en place au sein du ministère, mission de M. Aubert sur la transformation du mode de tarification, n'est pas encore en mesure d'apporter des réponses sur l'aspect soins de ville. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, la diversification portera essentiellement sur le mode de financement des hôpitaux. Et ces forfaits concerneront l'ensemble des professionnels de santé, mais pas seulement les médecins, dans probablement le PLFSS 2020, quand nous serons un peu plus matures pour proposer des modèles qui tiennent la route et qui permettent de financer des parcours de soins pluriprofessionnels. Donc en 2019, c'est diabète, insuffisance rénale chronique pour les hôpitaux qui est acté, mais uniquement pour les hôpitaux. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de montrer, d'avoir un modèle robuste pour le financement des parcours de soins en ville. Mais c'est l'objectif de la réforme. Donc dès 2020, il y aura des propositions. La prévention aujourd'hui, telle que nous la voyons, ce n'est pas de la prévention tertiaire, pas du tout. Concernant la prévention primaire, la vaccination, le prix du tabac, tout ça c'est vraiment la prévention primaire. Toutes les actions de prévention primaire pourront être prises en charge dans les forfaits de prise en charge des patients chroniques. Prévention primaire ou prévention secondaire, c'est-à-dire activité physique notamment. Nous avons une augmentation de la prévention institutionnelle qui va se voir avec 9,1 milliards d'euros. Attendez, que je ne dise pas de bêtises, non. Il y a plusieurs fonds de prévention. Donc, il y a le FNPEIS qui est géré par la CNAM, le Fonds de lutte contre le tabac, les programmes 204 gérés par le ministère, le FIR par les ARS et la branche ATMP. Donc, tout va vers un accroissement des moyens de toutes ces actions de prévention. Le FNPEIS va augmenter de 20% ses moyens dans le cadre de la COGE 2018-2022. Le fonds tabac va monter à 100 millions d'euros et s'élargit à toutes les addictions contre 30 millions d'euros l'année dernière. Le FIR augmente de 3,3%, un point de plus que l'ONGDAM. Et le Fonds national de prévention des accidents du travail double de 50 millions à 100 millions d'euros pour les mesures incitatives à la prévention dans les entreprises. Donc franchement, si ce n'est pas un investissement dans la prévention primaire, secondaire, tertiaire, alors secondaire ce sont les dépistages, nous avons créé une consultation prise en charge à 100% pour le dépistage des cancers chez les femmes à 25 ans. Nous avons réparti les examens de prévention chez les jeunes jusqu'à 18 ans. Nous créons une consultation de prévention autour de la sexualité, l'accès à la contraception chez les jeunes entre 15 et 17 ans, remboursée et prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Bref, je pense que s'il y a un procès qu'on ne peut pas nous faire, c'est de ne pas mettre les moyens sur la prévention. Sur les forfaits d'intervention précoce, ils vont être activés par les médecins généralistes, les pédiatres, tous ceux qui interviennent auprès des enfants et qui vont repérer un trouble du neurodéveloppement. Donc ce sera avant même un diagnostic d'autisme posé. Ce forfait sera versé aux structures de coordination du parcours qui répartiront entre les différents professionnels qui vont être impliqués. Ça peut être les orthophonistes, les psychomotriciens et donc toutes les professions que vous citez qui aujourd'hui sont hors cadre. Donc c'est vraiment pour répondre à un besoin très bien identifié de prise en charge chez des professionnels aguerris des pathologies du développement avant même qu'un diagnostic soit posé par un CAPS. Madame Ferret, vous me posez la question du rapport Lecoq. Les partenaires sociaux aujourd'hui sont consultés, donc en ce moment, suite au bilatéral avec le Premier ministre, d'abord sur le champ
d'évolution de la santé au travail et sur la forme de ce que pourrait prendre la future santé au travail. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas leurs conclusions. Normalement, nous devrions avoir à la fin du mois un document d'orientation qui fixera le cadre des échanges avec les partenaires sociaux sur ce sujet. Donc c'est un peu trop tôt pour parler de l'évolution de la santé au travail. Concernant les agents publics, il y a dans les discussions autour des CHSCT, dans le cadre des négociations avec la fonction publique aujourd'hui menées par le secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes, une réflexion sur des comités d'hygiène en fonction de la taille d'activités. Donc voilà, c'est en cours de négociation. Enfin, vous me posez la question sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a une réflexion en cours aujourd'hui sur ces maladies professionnelles. D'abord parce que j'ai découvert aujourd'hui que la liste des maladies professionnelles était fixée par négociation entre les partenaires sociaux et n'avait rien de scientifique. Donc nous souhaitons avec Muriel Pénicaud remettre un peu de science dans la liste des maladies professionnelles. Donc nous allons profondément, je pense, améliorer le système. Madame Cohen, vous dites que 5000 femmes quittent la France pour avoir droit à l'IVG. Aujourd'hui, nous savons que la grande majorité des femmes qui vont recourir à une IVG en Belgique ou en Espagne, y vont parce qu'elles sont hors délai et parce que ces pays permettent des IVG beaucoup plus tardives. Donc c'est faux de penser qu'aujourd'hui les 5000 avortements en Belgique ou en Espagne sont liés à une difficulté d'accès aux soins. Le chiffre aujourd'hui, le nombre d'IVG aujourd'hui est stable depuis 15 ans, autour de 216 000 IVG par an. Pas de conversation. Enfin, sur les 216 000 IVG par an, alors nous sommes très attentifs à ce qui peut nous remonter du secteur associatif. Quand il y a un problème particulier de clause de conscience, comme ça a pu être le cas dans la Sarthe, nous sommes intervenus extrêmement vite pour faire venir des professionnels. Sincèrement, en aucun cas le droit à l'IVG n'est remis en cause. Voilà, il n'y a pas de difficulté financière ou d'organisation qui me remonte. Et évidemment, il n'y a pas de lieu aujourd'hui, d'avoir une action financière dans le PLFSS pour favoriser le droit à l'IVG. Aujourd'hui, il n'est pas mis en cause. Ce sont des expressions individuelles, on l'a vu, d'un professionnel, du pape aujourd'hui récemment, mais voilà, en France, aujourd'hui, ça n'a pas d'impact. Et voilà pour cette audition d'Agnès Buzyn et de Gérald Darmanin qui ont présenté hier aux sénateurs le budget de la sécurité sociale pour 2019. C'est la première fois depuis 18 ans que ce budget est dans le vert, mais il reste une branche dans le rouge, c'est l'assurance maladie. Alors pour redresser cette branche, Agnès Buzyn compte développer le recours aux médicaments génériques et à la chirurgie ambulatoire. Parmi les principales mesures de ce budget de la sécurité sociale, le financement du reste à charge zéro pour les lunettes et les frais dentaires, mais aussi le quasi-gel des pensions de retraite, des allocations familiales et des APL. A noter que les médecins ont fait une lettre ouverte aujourd'hui à Agnès Buzyn pour demander une taxe sur l'alcool afin de financer le fonds de lutte contre les addictions. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.